Et bienvenue dans cet épisode 3 de ce podcast qui continue de vivre. Vous ne connaissez peut-être pas ces statistiques, mais 90 ou 99% des podcasts survivent jusqu'au 20e épisode, ne survivent pas jusqu'au 20e épisode. Donc si vous arrivez à l'épisode 21 en tant que podcasteur, vous êtes déjà dans le top 1%, et on y va courageusement. On essaye tant bien que mal. En tout cas, cet épisode 3 va s'intéresser toujours au livre Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Nous sommes arrivés jusqu'à la page 134, donc on va s'intéresser aujourd'hui à la page 94 à 134, et on va aborder 3 thèmes majeurs aujourd'hui. La première qui est vos ennemis vous tueront en même temps que vos nuances. Deuxième thème, nous sommes humiliés par l'aide que l'on reçoit. Et le troisième thème, l'égalité est un poison quand il est vengeance. Ce sont les 3 thèmes que vous pouvez retrouver entre la page 94 et 134. Parmi beaucoup d'autres thèmes, peut-être que si vous lisez, et d'ailleurs vous pouvez toujours le faire en commentaire. Oh, j'ai reçu mes premiers commentaires, ça fait plaisir. Mais si jamais vous lisez le livre en même temps, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous souhaitez, un thème que je n'ai pas abordé, et vous dites c'est marrant, t'as pas parlé tel truc, alors que moi ça m'a énormément parlé pour telle raison, et je peux toujours de façon interactive essayer d'en reparler après. Jusqu'à présent, j'ai pas encore réussi à trouver comment bien équilibrer mes pensées autour de chaque thème pour donner ma vision en tant que sportif, en tant qu'entraîneur sportif, en tant qu'entrepreneur et en tant que citoyen, mais j'imagine que c'est un équilibre qui va arriver petit à petit. En tout cas, vous aurez sûrement remarqué que je n'ai lu que 40 pages cette semaine, parce que la lecture quotidienne est une habitude que j'essaie de mettre en place, mais qui n'est pas encore totalement intégrée. Et c'est pour ça que ce podcast aide. Parce que dans un livre qui s'appelle Atomic Habits, que je n'ai pas lu, ne prenez pas au dépourvu, mais que j'ai écouté sur Audible, il parle du fait que quand on réalise une activité, donc là dans mon cas la lecture d'un livre, dans la première étape, c'est la motivation qui va nous lancer. J'ai trop envie de savoir ce que les penseurs ont pensé avant moi et en quoi est-ce que ça résonne avec les expériences que j'ai vécues. Première étape. Deuxième étape, ensuite c'est la motivation. Je sais pourquoi est-ce que je le fais, ce que je viens d'expliquer, mais mais l'élan initial, qui est la motivation, se transforme en discipline, et c'est la discipline, le fait de m'astreindre régulièrement à ce que j'ai dit que je ferais, et je fais ce que j'ai dit, me permet d'avancer un petit peu plus loin. Mais même la discipline, quelque part, s'étiole, et donc elle devient habitude si elle veut persister. Par exemple, moi je lis tous les matins, je me réveille, je sors mon chien, je me fais un petit café et je lis à ce moment-là. Mais par conséquent, si jamais cette habitude saute, par exemple la semaine dernière j'ai été en déplacement, je perds mon habitude, et donc c'est très difficile de réussir à continuer à lire dans ces circonstances-là. Surtout parce que quand j'essaie d'avoir une lecture un peu active, quand j'essaie de vraiment retenir et d'en tirer des leçons pour pouvoir le remobiliser dans le futur, parce que c'est ça le but. Je lis pas assez aujourd'hui pour me permettre de lire plusieurs fois le même livre. Donc c'est pour ça que je prends des notes, c'est pour ça que je fais ces podcasts, c'est pour essayer d'en garder une trace et pour pouvoir le remobiliser très facilement sans avoir besoin de m'y replonger intégralement. Mais donc ça nécessite d'avoir mon petit carnet, d'avoir mon petit stylo, mais quand on est en déplacement, c'est un peu moins facile, donc je vais me porter sur des livres un peu plus légers, où je peux juste les annoter très rapidement, et puis il y a juste nécessité de me souvenir des grands thèmes. Pas besoin de creuser aussi intensément que j'essaye de le faire pour ce livre-là et pour les suivants qui vont nourrir ce podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai perdu mes habitudes, donc je n'ai pu lire que 40 pages, et une autre raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que la dernière étape, l'ultime, c'est que l'action doit rentrer dans notre identité. Par exemple, à titre personnel, je suis sportif, c'est mon identité, et un sportif, ça fait du sport, et donc je fais du sport quasiment quotidiennement, si ce n'est quotidiennement. Et là, c'est la même chose. Si, grâce à ce podcast, je suis vu comme un lecteur, oui, ça se dit, comme un lecteur, eh bien, un lecteur, ça lit, et un podcasteur ça podcast. Donc
Donc normalement, en mettant tout ça en place, j'essaie d'optimiser. Je sais pas si c'est la bonne manière de faire pour vraiment se souvenir du mieux possible d'un livre. En tout cas, je pense que malgré toutes les théories qui peuvent exister, d'ailleurs c'est marrant de voir ça, c'est que au tout début, je prenais énormément de notes sur chaque chapitre, par exemple les 3 métamorphoses, alors qui est aussi peut-être le chapitre le plus important de ce livre, parce que ça donne une énorme vision de ce qu'est le surhomme, grosso modo, le chameau, le lion, l'enfant, hein, c'est pour ceux qui auraient oublié ou pas regardé l'épisode 1, parce qu'il est pas forcément facilement regardable non plus. Mais voilà, il est très important, il prend toute une page. Et là où j'en suis, par page, je fais rentrer... là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 chapitres sur la même page, là, j'en ai 3. Bref, tout ça pour dire que plus le temps passe, moins je note de choses, parce que j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Et il n'y a qu'en faisant qu'on se rend compte ce qui nous sert et ce qui nous sert pas, de la même manière que quand je prends mes petites notes pour mon podcast. Au final, ce qui me sert, ce qui me sert pas... Il n'y a que en les éprouvant et à la fin du podcast, je me dis, ah bah oui, en fait, j'avais écrit tout ça, mais ça me sert à rien. Bon, commençons. Vos ennemis vous tueront en même temps que vos nuances. Ce thème m'a été inspiré par le chapitre Le miroir et l'enfant, où dans ce début de deuxième partie, il explique que il a été amené à repartir. Je ne sais plus exactement s'il se réabsente un bout de temps, mais dans ce passage, il y a cette phrase que je vais vous lire. « Mes ennemis sont devenus puissants, et ils ont défiguré l'image de ma doctrine, en sorte que mes préférés ont eu honte des présents que je leur ai faits. » Je vais le lire une seconde fois, dites-moi, parce que je sais qu'en podcast, parfois, on a l'esprit qui vacille un petit peu, et le fait de le relire une seconde fois peut aider. Donc dites-moi si ça vous aide. « Mes ennemis sont devenus puissants, et ils ont défiguré l'image de ma doctrine, en sorte que mes préférés ont eu honte des présents que je leur ai faits. » Les présents étant très certainement les connaissances. Ce passage m'a particulièrement plu parce que je me rends de plus en plus compte que pour avoir un avis un peu sensé sur certaines questions, il faut faire preuve de nuance. Que pour avoir un avis éclairé, c'est jamais tout blanc ou tout noir et c'est souvent tout gris. C'est dommage pour moi parce que le tout blanc ou tout noir est beaucoup plus facile à retenir. Je donne quelques exemples, mais il faut une égalité parfaite entre les gens. Très facile à défendre. S'il n'y a pas une inégalité parfaite, c'est injuste, blablabla. On tire le trait tout droit, 20e siècle, l'URSS, le communisme, 100 millions de morts, on voit que c'est de la merde. Et voilà, on a fait tout noir. On veut le même revers de la même pièce, hein. On se dit, il faut aucune loi, il nous faut quasiment l'anarchie ou l'ultralibéralisme, on va tout droit. Et on a 1929 avec la finance qui a été pas assez régulée et qui a fait une crise mondiale. Alors je vais pas m'improviser financier non plus, hein. C'est peut-être une vision un peu légère de la situation, mais ce qu'on voit c'est que ça soit un truc ultra réglementé pour que tout le monde soit égaux, ou alors ça soit la culture de l'hyper-liberté, chacun a ses limites, et c'est en apportant des petites nuances à chacun d'entre eux qu'on réussit à avoir quelque chose qui peut tenir la route. Alors jusqu'à aujourd'hui, les nuances restent à... Il y a quand même des régimes qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, hein. C'est vrai que si on va regarder sur principalement des petits pays, mais à chaque fois on dit que les petits pays, ça fonctionne parce qu'ils sont petits, et si on fait des grands pays, ça marche pas. La Suisse, Singapour, etc., ils s'en sortent pas trop mal. Donc peut-être qu'ils ont un degré de nuance que leur permet leur petitesse, dont nous, qu'on ne peut pas copier. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques petits exemples. Et donc, c'est vrai que quand on veut essayer de faire avancer un sujet, on y met souvent les nuances qui nous caractérisent et qui nous permettent de dire ce sujet, il existe et je le fais valoir dans ce cadre-là. Je vous donne un exemple qui est dans mon domaine d'expertise. Quand on prépare un marathon, il est de coutume de courir un semi-marathon à quelques semaines de la course. Et personnellement, je dis c'est une très mauvaise idée pour un public amateur, pour des gens qui vont faire leur semi-marathon à fond.
je commence à mettre des conditions au fait que ça soit une mauvaise erreur. Mais par ailleurs, je peux très bien dire c'est une très bonne idée pour quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui court beaucoup de kilomètres par semaine et pour qui courir 21 kilomètres représente pas grand-chose, qui le fait à une distance suffisante de son marathon et qui, par la suite, allège son plan d'entraînement pour réussir à récupérer de la fatigue générée par son semi-marathon. Je fais coexister dans mon analyse deux vérités qui sont opposées en fonction du contexte dans lequel elles sont. Mais le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé, sur YouTube, on prend un morceau, un contexte sorti du truc et je dis, franchement, courir un semi-marathon à 3 semaines de son marathon, c'est la pire chose à faire, c'est une mauvaise idée de fou, alors que je m'adressais particulièrement à un type de public. Donc je savais que le public auquel je m'adressais, j'avais pas besoin de faire la nuance de « mais s'il y a des gens qui courent 140 km par semaine », parce que je sais que dans l'audience que j'ai, personne ne remplit ces conditions-là. Donc je me retrouve forcément dans ce que décrit Nietzsche, c'est que les gens qui veulent vous nuire, c'est très facile d'enlever les nuances. Et ce qui est assez agaçant en réalité, c'est que quand on essaie de faire progresser un sujet, on essaie d'apporter les bonnes nuances pour réussir à définir particulièrement. Mais c'est tellement simple pour quelqu'un de juste venir et de dire « Ah il a dit ça, regardez, c'est un gros nul » ou c'est de façon moderne, c'est un fasciste ou c'est un communiste ou c'est un tout ce que vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle la loi de Brandolini, qui est que ça met beaucoup plus de temps pour démonter quelque chose qu'on a dit qui est faux que de dire cette bêtise. Et c'est horrible. C'est-à-dire que les temps de parole dans un débat étant égaux, si on doit mettre à chaque fois 10 fois plus de temps pour se défendre d'une parole qu'on a dit contre nous, en fait on est sûr d'être en tort. Donc c'est là où, par ailleurs, le débat moderne tel qu'il est fait en France, mais même aux États-Unis, je regarde pas tous les pays du monde, mais c'est en réalité qu'un cirque. Puisqu'on ne peut que chercher le bon mot, puisqu'on n'a pas le droit à la nuance, or c'est dans la nuance que réside la vérité, si on n'a pas le droit à la nuance, ça ne sert à rien de débattre. Si c'est pour dire vous êtes pour ou contre les caméras, il y en a un qui va dire non, c'est de la merde parce que quand c'est entre les mains du parti communiste chinois, il opprime le peuple et il met un quota social. Je n'y connais rien en Chine, je n'ai sur la Chine que l'image que les médias en donnent. Or, quand je vois le traitement médiatique qu'ils font de beaucoup d'autres sujets avec lesquels je suis en désaccord, ça me paraît très bizarre qu'ils aient raison sur la Chine, qu'importe. Tout ça pour dire que, il y en a qui vont dire non, c'est horrible parce que les caméras, elles vont faire contrôler les peuples et puis on va mettre des quotients sociaux sur ces gens-là et puis on pourra plus ouvrir de compte en banque et puis on pourra plus voyager et puis on pourra plus faire ça et puis c'est la mort de la liberté. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, en fait c'est génial parce que ça va éviter les crimes, ça va éviter les délits, etc. Donc on voit bien que sur un même sujet, en fonction de la nuance qu'on y met, c'est à la fois une super bonne idée et à la fois une mauvaise idée. Et un autre problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui, en plus de ne pas avoir le temps de définir les nuances qu'on met à un sujet, parce que là on est en podcast, je pourrais parler pendant des heures, j'aurais le mérite de le faire, que vous m'écoutiez pas après, ça c'est un autre problème. Mais j'aurai le temps de développer mon propos et d'essayer d'y mettre les nuances. Alors il faut savoir que mettre les nuances en étant tout seul, c'est pas facile, parce qu'il faut essayer de faire une gymnastique mentale en disant ok, quel argument est-ce qu'on va pouvoir essayer de m'opposer. C'est vrai que dans un ping-pong argumentaire, c'est comme ça qu'on avance le plus vite, surtout avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'on peut réussir justement à définir les limites du sujet et réussir à dire ce sujet-là c'est bien pour tel truc, mais je suis d'accord qu'il y a une pente glissante vers laquelle il ne faut pas aller. D'ailleurs, en parlant de pente glissante, c'est marrant parce que j'ai parlé de la loi de Brandolini tout à l'heure. Je vous donne une autre loi ou un sophisme dans le cas présent, qui est le sophisme de la pente glissante, qui justement est de dire on me donne une situation A, je vois que la situation A va entraîner une situation B qui va entraîner une situation C qui va entraîner une situation D. Et comme je ne veux pas D, je refuse A. Ce à quoi je n'ai pas la réponse aujourd'hui, et Nietzsche ne donne pas non plus la réponse dans son livre, surtout que les époques évoluent, on a les technologies, etc., qui pourraient apporter des réponses différentes, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que si on met son pied dans le A, on ne finit pas à D ?
Jusqu'à aujourd'hui, dans les régimes modernes, et surtout en France, nous n'avons pas trouvé la solution, puisqu'à chaque fois qu'on a mis le pied dans A, ça finit à D. Je peux prendre la CSG. Ah, ok les gars, c'est temporaire, c'est 2%, et promis, ça augmente pas. Et puis 30 ans plus tard, on est à 9%. Je pourrais prendre l'impôt sur le revenu, qui a été instauré en 1914, où tout le monde avait dit que c'était horrible. Comme quoi, les temps changent. Mais ça a bien évolué. Il me semble que ça a rediminué. Je m'intéressais pas assez à la politique sous Hollande pour pouvoir le savoir. Il me semble que la dernière tranche d'imposition sur le revenu était à 70%. Donc on voit que ça évolue, on voit qu'on passe assez facilement aujourd'hui de A à D, sans que... Voilà, quand la pente est lisse, quand la pente descend progressivement et n'est pas trop brusque, les pilules passent peut-être un petit peu plus facilement. Donc c'est ma première question. Comment faire en sorte ? Parce que si on fait jamais A, et c'est peut-être là tout l'intérêt de la civilisation, c'est de réussir par une intelligence collective à dire on peut s'éloigner de notre instinct primaire pour essayer de construire des trucs. Par exemple, l'imposition, c'est cool dans certains cas très précis, très limités, et quand l'imposition est systématiquement consentie. Or, c'est de la merde quand ça commence à être plus consenti, quand on commence à plus savoir à quoi sert notre argent, et quand on l'utilise à des fins dont le peuple n'est plus en adéquation avec ça, quoi. Bref, encore une fois, c'est des nuances. Donc, nous n'avons pas encore réussi aujourd'hui à mettre en place les outils qui nous permettent, quand on sera mort, pour reprendre les termes de Nietzsche, de ne pas défigurer l'image de notre doctrine. Et j'ai parlé technologie tout à l'heure. Alors je ne suis pas techno-maximaliste pour autant, dans le sens où je suis pas hyper fan du transhumanisme, etc., pour pas dire que je suis totalement opposé. Alors ça va pas plaire à Nietzsche ce que je dis, mais ne nous prenons pas pour des dieux. Disons-le comme ça parce que c'est très parlant. Donc je suis pas transhumaniste, mais pour autant je suis techno-maximaliste sur beaucoup d'autres sujets. Et typiquement, est-ce que la technologie nous permettra d'avoir un remède nous permettant d'imposer plus de nuances dans le débat public ? Typiquement, le podcast est un bon exemple d'avantage technologique où aujourd'hui, quand on veut écouter quelqu'un parler d'un sujet, eh bien en podcast ou en vidéo sur YouTube, ce sont des technologies les deux, eh bien on peut prendre le temps d'aller écouter pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures ce que la personne a à dire sur son sujet. Et là, il peut le traiter en long, en large, en travers. Et on peut se fixer une idée précise. Ah, j'ai été d'accord avec lui jusqu'à tel point, et là, par contre, je ne suis plus d'accord avec lui. Donc, je suis assez confiant sur ça. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'on est dans une impasse, quoi, parce que nos ennemis nous tuent systématiquement en même temps que nos nuances. Comment faire pour réussir à faire persister nos nuances pour continuer à être audibles par les gens qui pourraient être négativement influencés par nos ennemis ? C'est une question que je lance sans réponse, hélas. Je suis le premier dépourvu, je suis le premier à être triste de ça. Mais c'est ainsi. En tout cas, ce que je peux voir, si je peux donner une petite vision un peu plus optimiste du sujet. Parce que les gens qui vont nous écouter intégralement, c'est qu'une minorité de personnes. Donc sur cette minorité de personnes, si on arrive à les convaincre, si on arrive à leur mettre assez de nuances et leur donner les arguments de dire voilà, en effet ce que j'ai dit fonctionne dans ce cas-là mais ne fonctionne pas dans celui-ci, peut-être que ces gens-là vont eux à leur tour être audibles de personnes qui eux n'auraient pas pris le temps de nous écouter entièrement. Donc quand Nietzsche dit en sorte que mes préférés ont eu honte des présents que je leur ai faits, le but serait de réussir à avoir une doctrine assez claire, assez précise, et de leur avoir transmis intégralement toutes les nuances de notre doctrine, pour justement faire en sorte que nos préférés ne puissent pas faire défigurer l'image de ce qu'on leur a enseigné. Donc ça passe peut-être par laisser assez d'écrits, peut-être que ça passe par laisser assez de contenu sur lesquels nos élèves puissent s'appuyer pour dire non. En fait, et c'est peut-être ça, en fait, la réalité, c'est d'avoir des gens qui sont audibles par des personnes qui ne nous écoutent pas pour dire non, t'as tort parce que
tel truc. Il dit ça, mais dans tel contexte. Et aujourd'hui, mais je veux dire, des hommes politiques qui sont définis comme un tel ou un tel, qui en réalité ne disent absolument pas ça, ont peut-être d'autres torts à côté, ça c'est une autre question, mais juste parce que en fait, c'est très facile de se faire une opinion sur quelqu'un qu'on n'a jamais écouté. Et combien de personnes prend le temps d'écouter des gens avec lesquels ils sont pas d'accord? Moi, ce que j'adore faire, c'est écouter justement des discours extrêmement divergents à l'extrême, sur qu'importe les sujets. Et je pense que pas beaucoup de gens font ça pour réussir à se forger leur propre opinion. Et même moi qui fais ça, très, très souvent, j'écoute les sujets en ayant déjà une opinion préfaite. Mais je me laisse l'opportunité de changer, ou tout du moins, je me laisse l'opportunité de connaître les arguments pour savoir comment répondre. Et si les gens ne sont pas d'accord avec moi pour des bonnes raisons. Voilà comment on peut s'en sortir. Soyez plus pédagogue. C'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. Le deuxième sujet, on va passer du coq à l'âne. Le deuxième, c'est nous sommes humiliés par l'aide que l'on reçoit. Hyper contemporain comme sujet. Et il faut imaginer, je sais pas il y a 200 ans à quoi ressemblait le monde, mais il était extrêmement différent du monde dans lequel nous sommes. Et c'est toujours assez bizarre de voir comment des discours sont aussi contemporains. Là, on a 200 ans, mais j'ai hâte de lire. J'ai l'œuvre complète de Platon qui m'attend. Un truc horrible, fait sur papier bible, tout fin, qui dure 1000 pages. Je sais pas comment je vais me sortir de ça. mais je suis très curieux de... Platon, je sais pas, il y a un peu plus de 2000 ans forcément. Ce serait très marrant de voir à quel point certaines vérités transcendantales sont toujours d'actualité, justement parce qu'elles sont transcendantales. Le beau, le vrai, le juste, ce qui était vrai il y a 2000 ans est très certainement vrai aujourd'hui, parce que l'homme n'a pas tant changé que ça. Et le sujet de l'humiliation de l'aide que l'on reçoit, alors la thèse c'est de dire que quand on vient aider quelqu'un, on le fait avant tout pour nous-mêmes, et on le fait au détriment de l'autre, parce que se faire aider est quelque part humiliant. On le dit aujourd'hui qu'il faut accepter de tendre la main pour recevoir de l'aide. La posture de base de l'être humain, de ce que je vois et de ce que je peux lire en parallèle, c'est de ne pas vouloir être aidé, de réussir à trouver les solutions par soi-même. Et d'ailleurs, je trouve que il faut pas que ça s'arrête. Je suis très d'accord de dire qu'un être humain doit pouvoir avoir l'opportunité de chercher des solutions avant d'aller chercher de l'aide. Et c'est justement parce qu'il a été à court de solutions lui-même qu'il a fait ces tests que l'aide qu'on va pouvoir lui apporter est d'autant plus valable. Or, il faut bien se rendre compte que j'aime bien la façon dont il le résume. C'est de base, l'aide que vous allez donner est humiliante. Et si on a cette posture-là, et si on a ce logiciel-là de base, typiquement dans la République socialiste dans laquelle on vit, on voit que donner ne devrait pas forcément être donné de façon gratuite, parce que l'humiliation crée du ressenti. Et certes, c'est toujours très valorisant de dire qu'on donne 70% de ce qu'on gagne pour la redistribution, mais si ces 70% n'ont pas l'effet escompté, est-ce que ça sert vraiment de redistribuer à ce point-là ou de cette manière-là ? Je vous donne des petits passages, alors principalement du chapitre « Les miséricordieux ». Je vous fais la lecture. « L'homme noble s'impose de ne pas humilier les autres hommes. Il s'impose la pudeur de tous ceux qui souffrent. » Donc c'est marrant parce que le fait de ne pas venir en aide, lui, il définit ça comme la pudeur. Donc être un homme de pudeur, ça serait la distance qu'il met entre le fait de ne pas vouloir humilier les autres en se mettant au-dessus, parce que celui qui tend la main à celui qui est tombé est schématiquement toujours au-dessus de l'autre. En vérité, je ne les aime pas, les miséricordieux qui cherchent la béatitude dans leur pitié, ils sont trop dépourvus de pudeur. Ça, c'est la première citation. La seconde, « Car j'ai honte, à cause de sa honte, de ce que j'ai vu souffrir celui qui souffre. Et lorsque je lui suis venu en aide, j'ai blessé durement sa fierté. » Et là, j'adore cette phrase, « De grandes obligations ne rendent pas reconnaissants, mais vindicatifs. »
De grandes obligations ne rendent pas reconnaissants, mais vindicatifs. Alors, juste après, justement, alors là, est-ce qu'on pourrait se dire, punaise, en fait, let's go, on fait un truc turbo-libéral, on n'aide plus personne, chacun sa merde. De toute façon, à chaque fois qu'on va aider quelqu'un, le mec va nous en vouloir, donc à quoi bon aider cette personne? Voilà, chacun crève dans son coin, moi je réussis pas, de toute façon, il faut tous faire preuve de pudeur. Bon, et là, c'est là où il nous donne, je vais vous lire 2 autres situations supplémentaires, où il nous donne une porte de sortie qu'on va pouvoir développer juste après. Je vous lis la première. Cependant, si tu as un ami qui souffre, sois un asile pour sa souffrance, mais sois en quelque sorte un lit dur, un lit de camp. C'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Donc la première piste qu'il nous donne, c'est vous pouvez venir en aide, mais pas de n'importe quelle manière. Et il faut que la manière avec laquelle vous venez en aide doit avoir une certaine rudesse, une certaine dureté. Elle ne doit pas être trop confortable. C'est la première. Et la deuxième, et si un ami te fait du mal, dis-lui, je te pardonne de ce que tu m'as fait. Mais que tu te le sois fait à toi, comment saurais-je le pardonner ? Ainsi parle tout grand amour, il surmonte même le pardon et la pitié. Donc, contrairement au catholicisme, entre autres, qu'il décrit dans cet ouvrage, son pardon n'est pas total. Il pardonne les actes qui lui sont faits à lui, mais ne pardonne pas ce que la personne s'est imposé en lui faisant du mal. Quelqu'un, un proche qui nous fait du mal, certes, il nous fait du mal, ce qu'on peut lui pardonner, mais c'est marrant, enfin, va falloir que j'arrête ce tic de langage de c'est marrant. Excusez-moi. C'est une nuance intéressante de se dire qu'on ne pardonne pas ce que la personne s'est fait à lui-même. J'ai envie de parler de ça en premier, donc je vais parler de ça. La première, c'est sur comment est-ce qu'on doit aider quelqu'un. Personnellement, j'aime profondément avoir la sensation d'être utile. Ça se caractérise de plein de manières. Certes par mon travail que je fais sur Internet, certes avec les entreprises que je crée qui viennent permettre aux gens de s'entraîner, de remplir leurs objectifs, leurs rêves, et par le sport de réussir à se développer individuellement et d'apprendre sur eux-mêmes, et donc de devenir des meilleures personnes. Voilà, j'aime être utile de cette manière-là, j'aime partager mes savoirs, mes découvertes, mes apprentissages, qu'importe. Mais j'aime aussi, à titre personnel, aider les gens à partir du moment où ils ont des problèmes. Et ce qui est toujours un problème pour moi, mais duquel j'ai pris conscience et contre lequel j'essaie de lutter petit à petit, c'est que je ne peux pas aider une personne avec mes propres expériences. Si j'ai vécu quelque chose et que j'ai trouvé une solution qui m'est allée et j'ai réussi à régler le problème, si une personne en face de moi a le même problème, je ne peux pas juste lui jeter ma solution au visage. Je remarque que ça ne fonctionne pas. La manière dont ça fonctionne le mieux, et ça m'était inspiré par Joe Hudson, qui a fait, alors que j'ai rencontré sur le podcast Modern Wisdom, dont j'adore le travail, qui m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie, qui lui a une vision que je vais essayer de vous décrire très brièvement, mais qui est la connexion humaine dans la conversation à travers un modèle qu'il appelle VIEW, vulnérabilité, impartialité, empathie et wonder. Je ne saurais pas comment le traduire. Le wonder, cet aspect un peu naïf, un peu exploratoire, on va dire. Cet esprit un petit peu explorateur, mais qui ne cherche rien à son exploration, qui cherche juste pour explorer. C'est une longue paraphrase pour juste décrire un mot. Mais donc, c'est un mode de communication où en fait, on va chercher à comprendre pourquoi la personne est dans la situation dans laquelle elle est, pourquoi est-ce que ça lui arrive, non pas pour essayer de résoudre son problème en tant que tel, à moins qu'elle nous sollicite notre avis, mais juste pour essayer de décortiquer le problème, et parfois le fait de s'intéresser à la personne et à lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles elle fait telle chose. Pourquoi je dis quelles sont les raisons, c'est parce que l'un des enjeux de ce modèle-là, c'est dans les questions qu'on pose de jamais demander pourquoi, mais toujours commencer sa question. Alors en anglais ça marche mieux, c'est par what ou par how. Donc qu'est-ce que ou comment. Qu'est-ce qui fait que machin, quel truc tu préfères, comment ça se fait que,
et pas pourquoi, parce que le pourquoi serait dans sa vision très lourd de jugement et serait amené à fermer les gens. Donc bon, ça c'est la théorie, et, et, euh, et tout ça pour dire que quand on a une... Est-ce que j'ai été assez explicite? Donc, vulnérabilité, ça veut dire... Ouais, je vais peut-être juste décrire ça un petit peu plus. Vulnérabilité, ça veut dire réussir à poser les questions difficiles. Si, voilà, dans la vision qui nous expose, on voit un éléphant au milieu de la pièce, mais que la question fait peur, c'est peut-être la bonne question à poser. Ça veut dire ça, la vulnérabilité. Impartialité, ça veut dire qu'on n'essaye pas d'imposer notre propre agenda. Et ça, c'est justement un truc avec lequel j'ai du mal personnellement, mais par exemple, quelqu'un est communiste. quelqu'un est pro-impôt, voilà, disons ça, et nous, on n'est pas pro-impôt. Okay, donc lui, il veut toujours plus de taxes et nous, on en veut toujours moins. Lui poser des questions avec, pour arrière-pensée, de réussir à le piéger pour lui faire dire qu'en fait, il faut moins de taxes, ça, c'est pas impartial. Parce qu'en fait, on avait déjà un agenda caché et on menait la discussion pour réussir à l'amener dans la direction qu'on souhaitait. Or, dans sa vision de la connexion humaine, on ne doit pas guider les gens. Alors, la question des taxes, c'est forcément... c'était pas un bon comparatif, c'était juste pour un petit pic gratuit. Mais plus, par exemple, la personne s'est fait quitter, et nous, on se serait fait quitter un petit peu avant. Eh bien, si sa situation nous paraît... Voilà, c'est-à-dire qu'on a analysé sa situation, elle nous paraît limpide, on sait comment la personne doit se relever, on sait ce qu'elle doit faire pour s'améliorer, on sait dans quel piège elle est tombée, lui dire tel quel, ou plutôt réussir à mener la conversation pour amener vers ce point-là et dire voilà, tu vois que truc, ça marche beaucoup moins que de juste prendre la direction que la discussion donne, et qu'en fait, la personne, parfois, tire des conclusions très différentes, et qui pour le coup lui seront beaucoup plus utiles parce qu'elle va comprendre tous les enjeux, elle va l'appliquer pour elle-même. Empathie, c'est le fait d'être empathique, mais de ne pas se perdre dans l'empathie de l'autre. Par exemple, il m'a quitté, c'est qu'un connard. On peut être empathique le fait qu'elle soit fait quitter, mais impartial dans notre empathie, dans le sens où on ne tombe pas dans sa tristesse et sa colère en même temps qu'elle. Et Wonder, je l'ai expliqué tout à l'heure, le sens aventurier. Bref, le fait de faire ça nous permet, dans un certain sens, le fait de l'empathie telle que je l'ai expliqué, c'est-à-dire de comprendre la peine de l'autre, mais de ne pas tomber dans sa peine-là, c'est aussi une manière d'être un lit dur, tel que le décrit Nietzsche. Le fait d'être à l'écoute de la personne nous permet d'être un asile pour sa souffrance, mais le fait de ne pas lui donner nos réponses, mais justement d'essayer d'être assez juste et assez impartial et assez vulnérable dans le sens où on va poser des questions dures. Voilà, on parle d'être un lit dur, et là je vais te poser la question qui fait mal, il va falloir me donner une réponse, parce que c'est justement cette réponse qui va te permettre d'être avancé. Je sais que ça va être douloureux, tu vas peut-être te sentir rabaissé, méprisé ou quoi que ce soit, tu sais que je suis de bonne constitution et que je suis ton ami, c'est là où le contexte peut importer. Et bien à ce moment-là, c'est peut-être le seul moyen que j'ai de t'être le plus utile, et c'est ce que dit Nietzsche, c'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Donc ça me parle évidemment énormément. Je vous répète le nom de la personne dont j'ai décrit la méthode, qui s'appelle Johansson, J-O-E, plus loin, H-U-D-S-O-N. Si vous parlez anglais, 2 interventions sur Modern Wisdom. La première est une giga pépite parce qu'elle est intervenue... je préfère la première à la deuxième, mais ce n'est qu'un goût personnel. Ne pas imposer son expérience aux autres, ça je vous l'ai dit, et je vous ai dit aussi que j'avais du mal, et parfois je me surprends, parfois il y a une discussion, voilà, et puis j'ai l'impression d'avoir une réponse ou d'avoir une compréhension du monde où je vois qu'une personne fait une erreur, et très souvent je me rappelle, et je me rappelle que ce n'est pas lui être utile que d'imposer ma vision. Il y a des moments où il faut imposer sa vision et d'autres non. Je ne saurais définir dans quelles circonstances l'un ou l'autre, par ailleurs. Parce que quand quelqu'un me dit par exemple que la taxe Zuckman est une super idée, j'ai très envie de lui expliquer pourquoi ce n'était pas le cas. Pour ceux qui écoutent, je sais pas, ce podcast dans 5 ans, on est en 2025, on est passé à côté de... Enfin bref. Il y aura sûrement pire d'ici là, vous inquiétez pas, le monde est plein de surprises en ce moment. Un autre aspect
qui est soulevée par Nietzsche. Je vous répète juste la première citation que je vous ai faite tout à l'heure. L'homme noble s'impose de ne pas humilier les autres hommes. Il s'impose la pudeur de tout ce qui souffre. En vérité, je ne les aime pas, les miséricordieux qui cherchent la béatitude dans leur pitié. Ils sont trop dépourvus de pudeur. N'oubliez jamais qu'il y a des personnes qui aident uniquement, donc les personnes qui aident, les miséricordieux, c'est eux qui le définissent, aident uniquement pour signaler leur vertu et non pas par un acte de charité profonde. Alors après, c'est une bonne question, hein. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux des signaleurs de vertu qui aident les gens, même si c'est pour se faire mousser, que se dire si tu fais ça pour ça, autant pas le faire. Peut-être qu'en réalité, il vaut mieux que tout le monde s'y mette, même si c'est pour des raisons très individualistes et personnelles. Il vaut mieux une société où tout le monde aide à son niveau et génère un élan de solidarité, même si c'est pour s'attirer un regard positif sur soi. On pense aux gens qui font des gigantesques donations, mais qui les communiquent. Certes, il a communiqué dessus, mais quelque part, il a donné aussi. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Je comprends la vision de Nietzsche qui trouve ça insupportable. LinkedIn est rempli de gens miséricordieux et de signaleurs de vertu, et je déteste ce réseau social, donc à travers LinkedIn, je comprends Nietzsche, mais quelque part, c'est peut-être un moindre mal. Je ne sais pas. Oui, alors justement, ça m'a fait penser à ça avec un chapitre précédent qui était dans la partie 1, qui est de la vertu qui donne. Je vous l'expliquais au chapitre précédent. C'était ce fameux chapitre où il expliquait que, en fait, avoir une quête personnelle d'élévation, personnelle justement, était pas forcément négatif, parce qu'à force d'accumuler, certains avaient ce qu'il appelle la vertu qui donne, et qui est que en accumulant, on redistribue, mais pas volontairement. Là, on vient pas aider aux gens, on est, et je le cite, comme une étoile qui brille. Donc, en fait, notre lumière illumine les gens, mais on ne brille pas pour les illuminer. On brille parce qu'on est une étoile. C'est une bonne image à garder en tête. Et donc, ce qu'il y dit, ce que j'en ai compris, c'est le fait que aider soit humiliant et à ne pas opposer à la vertu qui donne. Parce que cette vertu qui donne ne cible pas directement les pauvres et les étrangers. Les pauvres et les étrangers entre guillemets, puisqu'il en parle dans le chapitre. Et justement, l'une des questions qu'on pourrait se poser à cette issue, c'est comment est-ce qu'on pourrait créer un système où la richesse des uns et des autres, la richesse des uns permet aux autres de s'aider eux-mêmes. Parce que typiquement en France aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Est-ce que dans le dynamisme qu'on donne, il y a parfois cette volonté? Je pense par exemple au chômage. On dit on va te venir en aide pendant un certain temps. Alors certains branlent que dalle pendant cette période, mais on s'en fout. C'est aussi de se dire, pendant cette période-là, on offre le temps à la personne de réussir à s'aider en se formant. On offre à la personne le temps de essayer peut-être une expérience entrepreneuriale. Alors après, là on s'en fout, est-ce que le chômage n'est pas une bonne réponse ou pas? C'est pas la question, j'essaie juste de voir concrètement dans le système moderne où est-ce qu'on peut l'appliquer. De toute façon, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai pas le droit au chômage, donc j'ai envie de vous dire, on est le dindon de la farce. Mais il me semble qu'on a quand même le droit à la retraite. Grand seigneur, de toute façon on la touchera jamais, on s'en branle. Mais le chômage pourrait correspondre à cette vision nietzschéenne pour le coup. On aide quelqu'un pour qu'il vienne s'aider lui-même. Mais il y a plein d'autres fois où on vient juste aider. Ouais, c'est une bonne question. J'ai écrit la question, hein, mais je n'ai pas. C'est juste pour dire que, selon Nietzsche, il y aurait un intérêt à créer un système où quand on vient aider quelqu'un, ce n'est pas juste pour lui venir en aide, mais c'est pour lui permettre de créer quelque chose. Donc là, ça serait pas tout le temps la même dynamique, et même dans notre façon d'aider les gens, ça vient changer les choses. Certes, on peut aider pour faire en sorte que les plus misérables d'entre nous soient moins misérables. Ça, de toute façon.
quelque part, on peut aussi faire en sorte que les gens qui reçoivent de l'aide aient juste de la gratitude au lieu de, qu'est-ce que disait Nietzsche, au lieu d'être vindicatif. Les grandes obligations ne rendent pas reconnaissant mais vindicatif. Peut-être que dans une certaine mesure, on peut quand même avoir un peu de reconnaissance. Peut-être que si on fait chacun un pas vers l'autre, peut-être que ça va aider la situation. Mais c'est intéressant de voir cette façon. Et je suis assez d'accord avec le fait que juste aider pour aider n'est pas forcément peut-être nécessaire de façon temporaire jusqu'à ce qu'on débloque cette situation. Enfin, jusqu'à ce qu'on craque le code. Je parle souvent de craquer le code en sport d'endurance. Des gens qui sont bloqués dans leur propre corps, par leurs propres pensées, etc. Parce qu'ils n'ont pas réussi à agencer les éléments de leur vie pour faire en sorte que leur performance puisse s'exprimer. Et là, la performance, ça s'appelle aider les autres. Voilà. Donc ça, c'est la première. Alors, en parlant de sport... Et peut-être, alors moi j'aime beaucoup comparer le monde à la vie sportive, et j'aime beaucoup essayer de penser que comme le sport est naturel par nature, voilà, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à notre propre nature à travers le sport, donc il est très instinctif. Et parfois, faire des parallèles avec le sport est un très bon moyen de voir ce qui va fonctionner ou non. Et justement... le sport, je peux pas courir à la place de quelqu'un, je peux pas faire des pompes à sa place, je peux pas aller à la salle pour lui. En revanche, je peux lui venir en aide d'autres manières. Et c'est peut-être là la solution, et c'est peut-être là une des issues à la question précédente que j'ai posée, qui était comment réussir à créer un système où la richesse des uns permet aux autres de s'aider eux-mêmes. La réponse est très certainement quelque part dans le sport. Qu'est-ce que je fais à titre personnel pour faire en sorte que mes performances et ma discipline à l'entraînement permet d'aider les autres? Et typiquement, quand là par exemple je suis avec quelqu'un qui n'avait pas pour habitude de faire du sport, et le fait de l'accompagner, de lui mettre une dynamique et de lui expliquer en quoi ça va lui être utile, d'utiliser ma connaissance personnelle pour d'abord l'informer, parce qu'une démarche informée est peut-être toujours un peu supérieure mais jamais suffisante, et deuxièmement, une habitude est toujours plus facile à ancrer quand elle est assistée par quelqu'un d'autre. Quand on va à la salle de sport parce qu'on a un rendez-vous, c'est toujours plus simple de faire ça comme ça que de juste aller à la salle de sport tout seul. Quand j'étais coach à domicile en entreprise, la majorité des gens avouaient que si je leur donnais le même programme à faire tout seul, ils le feraient pas. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que je suis présent et donc je leur impose un rendez-vous dans l'agenda qui leur permet de le faire. Et donc, le fait d'avoir fait du sport, d'avoir réussi à les convaincre, de peut-être les avoir inspirés, permet à ces gens-là de réussir à s'élever et de s'aider eux-mêmes. Donc ça, c'est une première piste. Le fait de faire des vidéos sur Internet, le fait de partager mes connaissances, de partager de la motivation qui va peut-être les aider dans des moments différents. Là, je viens de sortir une vidéo où il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah punaise, j'étais un peu abattu par ma dernière course parce que j'ai pas réussi à faire le résultat que je voulais, parce que dans ma préparation j'ai pas mal été embêté par ma vie personnelle, etc. Bref, plein de choses qui fait que j'avais un petit moment de down, et ça m'a permis de me relancer, et donc ça m'a permis de réenvisager le sport de façon un petit peu différente, et donc là ça m'a redonné le feu sacré au fond de moi pour me relancer sur d'autres objectifs. Ça aussi c'est une manière indirecte qui fait que quoi qu'il arrive je ne pourrais pas courir à ta place, mais je peux réussir à te motiver et à t'expliquer comment faire pour que tu puisses y retourner avec le cœur et avec la tête. Après, comment est-ce qu'on peut réussir à transposer ça de cette manière-là ? L'image du self-made man est très peu présente en France, surtout que la richesse est très mal vue. Donc peut-être qu'il faudrait déjà... L'avantage du sport, c'est que... Ah, ça c'est marrant ça. On pourrait faire la comparaison entre le capitalisme de connivence. Alors les gens ont l'impression que le capitalisme de connivence est libéral, ça n'a rien à voir. Capitalisme de connivence, donc c'est une société capitaliste, mais de connivence, c'est juste que on vient se servir de la redistribution pour venir aider des petits copains, grosso modo. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit regardez tout l'argent qui est aidé, qu'on redonne au 440.
Mais je pense que la majorité des gens libéraux sont en mode « Ah mais nous, les subventions, enfin je veux dire, on est tous pour que ça s'arrête. » Après, la petite définition, c'est que il n'y aurait pas besoin d'aider ces compagnies-là si les impôts étaient plus bas. Et donc, si tu mets des impôts élevés, bah, les gens qui sont écrasés, c'est la classe moyenne comme nous, comme les entrepreneurs à mon niveau, et les entreprises qui sont au-dessus, qui ont accès à du lobbying, etc. Et bah, eux, ils sont en mode « Ah oui, bah, en fait, c'est un peu élevé, mais donc pour nous, on va rentrer dans des cases qui font qu'on paye moins d'impôts, etc. » Bah oui, mais donc du coup, le but, c'est pas de juste éviter l'évasion fiscale ou d'arrêter les aides. Le but, c'est de faire en sorte de baisser les impôts pour qu'il n'y ait plus d'aide pour personne. Je sais pas si c'était très clair, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Oui, donc l'image du self-made man. Donc il faudrait réussir à redorer cette image-là. Donc ça voudrait dire sortir du capitalisme de connivence. Et pourquoi est-ce que je parle du capitalisme de connivence ? Bah parce que c'est quelque part un peu le dopage. Quand on regarde un sportif qui est extrêmement performant, qui nous inspire, bah le jour où on apprend qu'il était inspirant parce qu'il a été sous influence de produits dopants, il y a tout de suite une petite déception. Et bah là, à cause du capitalisme de connivence, quand on va regarder un entrepreneur, on va avoir ce truc de dire « Ouais, mais ça se trouve, il bénéficie des aides de l'État, ça se trouve, il est un peu en train de nous voler de l'argent. » Et j'aime bien dire que en fait, la richesse des uns ne vous appauvrit pas, hormis dans un système capitaliste de connivence, où en effet, on prend les impôts pour venir aider ces gens-là. Or, dans un système sans impôts, on vous prend pas vos impôts et on les aide pas. Et donc, la réussite est beaucoup plus facilement marketable. Et donc, on peut vraiment valoriser la réussite de certaines personnes à partir du moment où on crée un système où la réussite des uns n'appauvrit pas les autres, où les uns sont juste dans la création de richesse. Et donc là, peut-être que ça vient de ce système-là. Si on réussit à résoudre le problème à la source en réglant le problème du capitalisme de connivence et donc en faisant en sorte que les gens n'ont plus l'impression que la richesse des uns est à leur propre dépens, mais que la richesse des uns est uniquement de leur impulsion et de la création de richesse qu'ils ont réussi à produire à titre personnel. J'ai un bout de bois, il vaut 10 balles, je le transporte en une chaise qui vaut 50 balles, j'ai produit de la richesse, je n'ai appauvri personne. À partir du moment où on aura réussi à recréer cette société-là, on peut réussir à remarketer ces gens-là. Alors aujourd'hui, il y a déjà des start-upers, je pense à Guillaume Moubèche en particulier, que j'ai découvert très récemment, qui est éminemment inspirant, hein. Mais il y en a très certainement d'autres. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il est inspirant pour des gens qui sont déjà dans le milieu, qui ont déjà entrepris, qui connaissent un peu déjà les logiciels. Mais il va très peu être inspirant pour monsieur et madame tout le monde. Parce que justement, il y a ce filtre de « je suis sûr qu'il l'a fait à mon dépens et je suis sûr que s'il est riche, c'est parce que je suis pauvre. » Donc il faut réussir à régler ça. Alors évidemment, si on parle de dopage dans le sport, le fait qu'il se dope ne nous rend pas moins performants, hein. J'ai essayé un parallèle, mais quelque part, il y a ce truc de dire... Il y a quand même ce truc de dire « Ah, il a réussi à être performant par des produits que je ne peux pas me procurer, dont je n'ai pas envie de... » Enfin, que je n'ai pas envie d'utiliser, quoi. Donc oui, en fait, ah bah ouais, ok, mais si c'est comme ça, c'est pas un truc qui m'est accessible. Or, à partir du moment où on est sûr qu'il n'y a pas eu de produit dopant, à ce moment-là, ça offre l'espoir. Il me semble que le mot espoir, je l'ai déjà utilisé dans le podcast précédent. Et il est puissant de donner de l'espoir aux gens. Et typiquement, moi, à titre personnel, alors j'ai pas été dans des niveaux extrêmes, hein. J'ai pas été ultra performant en sport d'endurance, mais j'ai eu un niveau suffisant pour réussir à agréger des gens autour d'un projet, être assez performant pour faire en sorte qu'ils soient fiers de moi, parce que ça c'est marrant dans le sport. À partir du moment où les gens ont soutenu un projet, que la personne a réussi, et je vois ça aussi avec Campus, parce que là pour le coup, l'entreprise que j'ai fondée est née d'un crowdfunding, donc d'un soutien communautaire de gens qui ont cru en notre projet, et le projet a été initié de cette manière-là. Mais là c'est la même chose, les gens ont cru en un projet, que ce soit ma performance sportive ou ma performance entrepreneuriale. Je me suis développé, j'ai atteint des bons résultats et des bonnes performances, et donc les gens sont fiers parce qu'ils savent un petit peu, ils savent que ça repose uniquement sur le travail et sur l'expertise. Il s'est bien entraîné, ou alors il a réussi, ou alors il a bien appliqué sa méthode d'entraînement à sa plateforme en course à pied et donc ça fonctionne. Voilà, il y a une notion très simple, si je reprends l'image de l'entrepreneuriat, il fait des belles chaises, il est riche
très bien, j'ai cru en ces chaises qui sont merveilleuses. Il en a vendu plein, il est riche, super. Et ça, je pense, ça donne un peu plus de motivation aux gens qui nous regardent. Et à ce moment-là, ils n'ont pas forcément l'impression de recevoir de l'aide. Or, quand je fais mes vidéos, tout est à perte. Et donc, quelque part, c'est un don que je fais à ces personnes-là. Alors, c'est de moins en moins à perte aujourd'hui, heureusement. Enfin, je veux dire, ce que je perds d'un côté, je le récupère de l'autre. Mais pendant très longtemps, ça a été à perte. Et les gens n'ont pas l'impression que c'est un don que je leur fais. Or, si j'arrive à les motiver à faire quelque chose, bah c'est eux, in fine, qui se mettent en mouvement. Et les messages que je reçois sont très reconnaissants. Et justement, ils me disent, putain, c'est grâce à toi que j'ai eu la motivation de me lancer dans ce projet-là, de faire un Ironman au bout de 1, 2, 3 ans, qu'importe. Là, je viens de faire mon Ironman, mec, merci. Et donc, c'est là où j'entrevois une solution, puisque à titre personnel, je vois que j'arrive à aider des gens qui ne se sentent pas aidés, et donc qui ne sont pas vindicatifs, mais reconnaissants de ce que je leur ai apporté. Et donc, il y a peut-être une porte de secours dans tout ça, qui est de foutre en l'air ce système de capitalisme de connivence, de la même manière qu'on foutrait en l'air le dopage dans le sport, et que ça réglerait très certainement beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire, parfois j'ai fait des digressions pas forcément nécessaires. Mais c'est ça d'être tout seul. Il y a parfois besoin de rebondir un peu sur les murs pour réussir à retrouver son axe principal. Ok, on va pouvoir passer au troisième point. Je ne vois pas d'ici à combien de minutes on est. C'est pas grave. Le dernier. L'égalité est un poison quand il est vengeance. Ça, c'est sur le dernier... Je crois que c'est le dernier chapitre qu'on vient de lire, qui s'appelle Des tarentules. Laissez-moi juste vérifier. Boum, boum, boum. Ah non, celui qu'on vient de finir, c'est Le Chant de la Nuit, qui est pas... moi qui m'a pas parlé particulièrement. Si vous avez compris quelque chose, grand bien vous fasse, partez le jeu en commentaire. Mais c'est... Ah non, ça j'illustre. Bon bah bref, il y a pas mal de petits chapitres entre-temps, mais cette idée que l'égalité est un poison quand il est vengeance vient du chapitre Les tarentules. Alors la thèse de Nietzsche est très dans le prolongement du précédent. Le précédent, c'est de dire les gens viennent en aide pour se servir eux-mêmes. Et dans ce chapitre-là, ce qu'il appelle les tarentules, c'est les gens qui promeuvent l'égalité, non pas comme une vertu en tant que telle, mais la promeuvent parce que de leur point de vue, c'est injuste que les gens aient plus qu'eux. Donc encore une fois, de ce qu'on érige comme quelque chose de grand, en réalité, c'est juste pour se servir soi-même. Et donc c'est là où je dis que l'égalité est un poison quand il est vengeance, parce que si on trouve ça injuste que quelqu'un ait plus que nous, à ce moment-là, on a envie de nous venger en imposant une inégalité qui retirera à l'autre pour donner à nous. La différence avec le passage précédent et la nuance que je ferai, c'est que quelqu'un qui vient en aide pour se valoriser lui-même est quand même in fine venu en aide à quelqu'un. Alors que quelqu'un qui érige l'égalité... en réalité, est-ce qu'il vient en aide à quelqu'un ? En tout cas, là c'est un peu plus fourbe parce que les gens ont l'impression que l'égalité leur vient en aide, alors que sur le très long terme, ça dessert tout le monde. Je vous donne un exemple concret. Je vous donne un exemple concret vis-à-vis de l'égalité, qui est quelque chose une question que je me suis posée récemment, c'est aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par le fait de réduire les inégalités sociales. On l'a vu, j'ai parlé de la taxe Zuckman en 2025. Donc le but, c'est de réduire les inégalités en faisant un peu plus participer les riches pour aider les plus démunis. Bon, ça serait sans tout ce que j'ai dit dans le podcast précédent sur le fait qu'on a beau donner de l'argent comme il est dépensé n'importe comment et on ne sait pas comment, avec la Cour des comptes qui est en mode « Oh, on a perdu X milliards, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. » Avant de vouloir taxer les gens, assurez-vous de savoir où ça va. Et après, on verra si on est tous d'accord. Mais déjà, sachez où ça va. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, on est concentré pour réduire les inégalités. Mais l'objectif en tant que tel,
Est-ce que ça serait pas juste de faire en sorte que les plus pauvres soient moins pauvres, que les plus nécessiteux d'entre nous aient moins nécessité? Surtout si on part du fait que d'avoir besoin d'aide, quand à partir du moment où on reçoit de l'aide, ça va créer de la rancœur. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. C'est pas absolu, hein, mais imaginons si on fait ce postulat-là. On aura plutôt tendance à dire il faut que les gens les plus nécessiteux aient le moins besoin d'aide possible en les faisant sortir de la misère. Et donc c'est quoi notre KPI? C'est quoi notre incentive? Est-ce que c'est réduire l'extrême pauvreté? Ou est-ce que c'est juste que les inégalités soient réduites? Si je vous dis, il y a un mec qui va... Là, le mec le plus riche de France, je sais pas si c'est Bernard Arnault, je crois qu'il est numéro 2, mais prenons-lui. Imaginons sa richesse fait x100, mais en contrepartie, il n'y a plus d'extrême pauvreté. Tout le monde a un toit, tout le monde a de quoi manger, tout le monde a de quoi s'habiller. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Dans un monde imaginaire, il y a plein de gens qui vont dire non. Il y a plein de gens qui vont dire non parce que c'est pas juste, etc. Et là, c'est là où fondamentalement on va avoir un désaccord. C'est-à-dire que vous préférez qu'il y ait des pauvres plutôt qu'il y ait quelqu'un d'extrêmement riche. Et donc, c'est là où on voit c'est quoi l'égalité. Est-ce que ça vous fait mal de voir quelqu'un qui est extrêmement plus riche que vous, et donc le fait de réduire les inégalités sera un poison qui repose sur la vengeance? Première situation. Ou alors en effet vous en branlez que le mec qui ait 200 millions ou 200 millions, 200 milliards ou 200 trilliards, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est que il n'y ait plus d'extrême pauvreté. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui veulent réduire les inégalités, qui sont anticapitalistes. Or, n'oublions jamais qu'entre le 19e siècle et aujourd'hui, le taux d'extrême pauvreté a été divisé par 10 en Occident grâce au capitalisme. Alors, c'est absolument pas... c'est aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes que l'on a eu pour réduire l'extrême pauvreté. Il a évidemment des limites où, quand la pente glisse beaucoup trop, typiquement je vous ai parlé de la crise de 29, voilà, quand la finance est totalement dérégulée, c'est un des extrêmes du capitalisme qui n'est pas bon. Quand Lehman Brothers crée des produits financiers douteux et crée la crise de 2008, encore une fois, c'est un des impacts du capitalisme contre lequel il faut lutter. Et c'est pour ça que tout dans ces extrêmes a parfois des limites. C'est ce que j'expliquais dans la première partie, peut-être en balbutiant un tout petit peu, parce que c'est aussi des notions que j'ai pas l'habitude de partager. Même si j'ai l'habitude d'y penser régulièrement. Oui, donc le capitalisme, si on regarde juste en termes de pauvreté pure, c'est pas si mal. En tout cas, c'est beaucoup mieux que le communisme. Le communisme, si on compare à ce qui s'est passé. Alors, vous pouvez me dire que c'était pas le vrai communisme au XXe siècle, ce qui serait... mais n'oublions pas, c'est cette vérité fondamentale sur laquelle il faut quand même essayer de s'appuyer. Et justement, ça me fait penser à une petite phrase que j'avais écrite. Alors celle-là, elle est de moi, elle n'est pas de Nietzsche, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais quand on voit l'incentive des gens, donc qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut réduire les inégalités ou est-ce qu'il faut réduire la pauvreté? C'est ce que je vous ai expliqué. Alors il y en a qui vont dire que la pauvreté est réduite en réduisant les inégalités, mais c'est pour ça que je vous ai fait l'effort psychologique tout à l'heure de vous dire, ok, mais imaginons un monde dans lequel le mec ultra riche, ça vaut quand même le coup de se projeter. Et donc ça m'amène cette phrase-là. Il y a autant de gens à droite qui votent par égoïsme que de gens à gauche qui votent par jalousie. L'avarice est un péché capital au même titre que l'envie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que les deux extrêmes ne sont pas bons. Parce que être avare ou être envieux, les deux sont des péchés capitaux. Alors, revenons sur des bases un peu plus essentielles qui sont le fait de le rapprocher au sport. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais bien comparer les situations avec le sport en disant que le sport est très naturel par essence et on peut difficilement lutter contre la nature à travers le sport. Et à chaque fois qu'on essaie de lutter contre la nature, eh bien, on se rend compte que ça fout la merde. Le fait est qu'en sport, le sport est profondément inégal. Et l'égalité absolue n'a absolument pas sa place dans le sport. Et c'est pour ça que personnellement, je suis peut-être plus enclin, de par mon parcours, à vouloir réduire l'extrême pauvreté que de vouloir faire en sorte que les plus riches soient plus pauvres.
pour réduire les inégalités. Je vous donne un exemple dans le sport. Moi, que le record du monde sur 10 000, ça soit 26 minutes et quelques, ça me fait pas courir moins vite. Le fait qu'il y ait un nouveau record qui tombe sur je sais pas quelle distance, ça me fait pas courir moins vite. Et donc c'est là où il faudrait différencier le niveau absolu de l'envie de progresser. Et ce que je promeus le plus, c'est de faire, et je l'ai dit déjà dans l'épisode précédent, mais c'est très certainement quelque chose qui va revenir à chaque fois, le fait de dire aux gens de ne pas se comparer aux autres en absolu. Bah voilà, lui il fait son 10 km en 34 minutes, moi en 45, donc je suis une merde. Non, on s'en branle en fait. À la limite, tu peux regarder ce qu'il fait pour essayer de t'inspirer, c'est ce que je disais, donc je vais pas me répéter. Regardez l'épisode 2 de ce podcast. Mais moi, mon incentive, c'est que tu puisses progresser. Que si tu fais ton 10 km en 1h10, 1h20, et donc que tu fais partie de l'arrière du peloton, je vais essayer de te donner les clés pour essayer de faire en sorte que tu passes sous l'heure. Et à ce moment-là, tu vois, si on fait une comparaison, on monte le niveau moyen des gens, non pas en réduisant les inégalités, en faisant en sorte que ceux qui courent le plus vite courent moins vite, mais par l'éducation, par le fait de motiver les gens, de leur apporter la connaissance et de leur apporter un cadre qui leur permet de rentrer la course à pied dans leur habitude de vie, par tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on vient en aide aux gens à travers le sport sans transfert financier? Je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait ça pour les gens qui courent lentement, et donc le niveau moyen augmente grâce au fait que les gens les plus pauvres sont moins pauvres. Et ça, c'est-à-dire qu'on peut réduire les inégalités avec une moyenne qui baisse. Encore une fois, c'est toute une histoire de c'est quoi notre objectif absolu. Donc après, vous allez pouvoir me dire que potentiellement ça marche. Enfin, on peut pas faire des parallèles entre l'économie et le sport. Je pourrais vous entendre, mais juste si vous ne vous êtes jamais posé la question, amusez-vous à essayer de vous projeter. Je dis pas que ma réalité est absolue et que, enfin justement, j'ai défendu cette vision dans les épisodes précédents de dire que l'un des buts de la civilisation, c'est progressivement, avec parcimonie et surtout avec beaucoup de délicatesse, d'essayer de s'éloigner progressivement de notre instinct pour essayer de faire en sorte que parfois en ne suivant pas notre instinct, on peut réussir à organiser, à construire des choses beaucoup plus grandes. Voilà, il y a des choses qu'on n'aurait jamais réussi si on ne s'était pas mis en commun pour réussir à nous couper de notre instinct. Est-ce que je vous donne un exemple ? Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête ? Bon, non, j'en ai pas comme ça. Mais le fait de se couper de son instinct, pas totalement, mais justement d'essayer de s'en éloigner progressivement, parfois, ça nous permet d'améliorer le bien commun dans le sens où ça nous rendrait par exemple plus riches. Alors je pourrais vous lire, je ne l'ai pas fait, je pourrais vous lire les citations des tarentules qui m'ont fait penser. Je vous lis la première. Ouvrez les guillemets parce que là ils parlent à la place des tarentules, voilà, ils citent leurs propos. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas à notre mesure et les couvrir de nos outrages. Alors tous ceux qui ne sont pas à leur mesure, c'est évidemment des gens qui sont plus hauts. C'est ce que jurent en leur cœur les tarentules. Et encore, ouvrez les guillemets. Volonté d'égalité, c'est ainsi que nous donnerons dorénavant... c'est ainsi le nom que nous donnerons dorénavant à la vertu. Et nous voulons élever nos cris contre tous ceux qui est puissant. Prêtres de l'égalité, la tyrannie folle de votre impuissance réclame à grands cris l'égalité. Votre plus secrète concupiscence de tyran se cache derrière des paroles de vertu. Prêtres de l'égalité, la tyrannique folie de votre impuissance réclame à grands cris l'égalité. Votre plus secrète concupiscence de tyran se cache derrière des paroles de vertu. Je vous répète, l'égalité est un poison quand il est vengeance. Chacune de leurs plaintes, deuxième citation, chacune de leurs plaintes a des accents de vengeance et chacune de leurs louanges a l'air de vouloir faire mal. Pouvoir s'ériger en juge leur apparaît comme le comble du bonheur.
celle-là, elle est forte. S'ériger comme juge leur apparaît comme comble du bonheur. Et là, ça recoupe avec ce qu'on disait précédemment. Il met un jugement de valeur sur ceux qui donnent dans le but de se voir augmenter, et il met un autre jugement de valeur sur ceux qui rabaissent dans le but de se voir augmenter. En fait, à chaque fois qu'il y a un impact sur l'autre pour s'augmenter soi-même, pour lui, c'est à chier. Donc je pense que l'un des aspects surhumains, c'est de réussir à s'élever par soi-même dans son propre intérêt, dans son seul but, et qu'après, comme un aigle qui vole, comme il dit, ou comme une étoile qui brille, on puisse apporter de la lumière aux autres, mais c'est même pas volontaire. Par ailleurs, dans ce chapitre 2, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il enchaîne les chapitres où il tire sur les gens. Autant sur le chapitre 1, parfois, il disait, bah voilà, si j'étais vous, je ferais comme ça, etc. Là, sur le chapitre 2, c'est si vous faites comme ça, vous êtes des merdes. Ce qui est assez plaisant, hein, je ne le dis pas, mais je vais finir ce podcast sur cette dernière pensée qui est que si Nietzsche dit, et je vais ouvrir les guillemets, l'homme doit être sauvé de la vengeance. Si le but c'est justement de faire en sorte qu'il ne veuille plus se venger, et donc à partir du moment où il ne veut plus se venger, bah certaines quêtes d'égalité, je sais pas si il en existe, là j'ai pas brainstormé exhaustivement, je serais pas surpris de voir qu'il y a des moments où, par exemple, l'égalité devant la loi, c'est pas mal l'égalité devant la loi. L'égalité d'opportunité, voilà, le fait que si t'es riche ou si t'es pauvre, à intelligence égale, que tu puisses avoir accès aux mêmes universités, aux mêmes écoles, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble plutôt correct. Ces égalités-là sont bonnes, mais ces égalités-là ne sont pas basées sur la vengeance. Donc si le but c'est de ne pas... c'est d'éradiquer la vengeance chez les gens. Pourquoi tant de haine dans le catholicisme qui, par rapport à l'Ancien Testament, en tout cas c'est ce qu'ils disent, essaye d'éradiquer quelque chose de... Enfin c'est ce qu'ils disent, je vais vous expliquer pourquoi. Met fin à ce qu'on appelle la loi du talion, qui est grosso modo œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, brûlure pour brûlure, etc., etc. Le catholicisme, son but, la chrétienté de manière plus générale, c'est de mettre fin à la loi du talion, où justement la vengeance ne doit plus être la règle entre les relations humaines. Voilà, tout à l'heure je vous parlais d'un des manières dont la civilisation s'éloignait de son instinct pour essayer de grandir ensemble. Typiquement, le fait de ne plus se venger, et ça, c'est une manière qu'on a de... Quand il nous arrive quelque chose, on a instinctivement envie de se venger. Or, le fait d'avoir une justice, avoir des tiers qui vont pouvoir juger et appliquer une peine que les citoyens trouvent juste pour apaiser l'esprit des citoyens, c'est une manière de s'éloigner de son instinct qui nous permet de vivre une vie plus apaisée en tant que nation. Typiquement, je pose encore cette question, pourquoi tant décrier le catholicisme alors que c'est celui qui justement a essayé de couper le plus les gens de leur sentiment de vengeance? Alors pourquoi je dis c'est ce qu'ils disent? C'est parce que dans l'Ancien Testament, si on s'intéresse aux analyses rabbiniques du passage, c'est de l'Exode, les nombres, je sais plus, mais sur œil pour œil, dent pour dent, c'est de dire qu'en fait c'était une rétribution pécuniaire qui était attendue et qu'en effet on n'attendait pas de crever un œil en échange d'un œil qui a été crevé, et que en fait toute la théorie de la loi du talion est en réalité pas ce qui avait été voulu. Bref, c'est pour ça que j'ai dit c'est ce qu'ils disent, si vous voulez avoir toute l'analyse. Bref, donc voilà, je trouve, j'avais d'ailleurs écrit une autre oui, je vais finir sur ça. Parce que je vois qu'en fait, il est contre la religion sur beaucoup d'égards, mais que sur beaucoup d'autres, ça, c'est pas ces menaces, mais ces reproches ne sont pas incompatibles avec la religion. C'est-à-dire qu'elles sont incompatibles avec une certaine
vision de la religion et avec une certaine conception, ou alors plutôt un certain résultat que la religion du 19e siècle a amené. Et ça, je comprends tout à fait. Mais j'ai écrit cette phrase à la suite du chapitre des prêtres, que vous pouvez lire, qui est « Ne croit-il pas en Dieu ou ne croit-il pas en ce que les hommes en ont fait ?» Et c'est justement l'un des... remontrance, j'ai pas le mot. C'est l'une des grandes critiques, merci. C'est l'une des critiques que les chrétiens font même à propos d'eux-mêmes, à propos de l'Église. C'est de dire que l'Église est gérée par des humains et que les humains ne sont pas absolus puisque seul Jésus est parfait. Alors c'est évidemment... peut-être certains diront une façon de se trouver des excuses, mais c'est justement une belle vision de dire qu'en effet, l'humain n'est pas parfait, et donc on ne rejette que certaines parties. Voilà, c'était ma dernière petite pensée à ce sujet-là. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, on va essayer de lire une dizaine de pages par jour pendant 5 jours, ce qui devrait nous amener à environ la page 180. Donc bonne lecture à tous, et puis normalement on devrait s'approcher petit à petit de la moitié de ce livre. D'ici 2 podcasts, on y sera. Très bonne journée à vous. Bye bye.